Sors de ma chambre, Claire. La femme du côté du lit de mon mari a dit, ne prenant pas la peine de se couvrir, « Tu devrais te reposer. Cette chambre n'est plus à toi. » J'étais enceinte de 7 mois, trempée par la pluie, une main appuyée contre le chambranle de la porte juste pour rester debout, et elle a dit mon nom comme si elle possédait déjà toutes les pièces de ma vie, y compris celle qui tenait ma fille à naître. Je pensais que cette phrase était la pire chose à laquelle je survivrais. J'avais tort, et il m'a fallu des semaines pour comprendre exactement à quel point j'avais tort. Je m'appelle Claire Ramsey, et c'est l'histoire du moment où j'ai cessé d'être quelqu'un à qui des choses sont arrivées, et j'ai commencé à être celle qui a découvert pourquoi. Mon mari, Julian Kane, dirigeait l'une des organisations les plus puissantes et les plus redoutées de la côte ouest. J'ai complètement séparé ma propre vie de ce monde, en dirigeant un centre d'alphabétisation du côté est pour les enfants de famille que la plupart de la ville avait oublié, un projet qui m'appartenait et non au nom de Kane. Pendant 9 ans, je me suis dit que les 2 moitiés de notre vie pouvaient rester séparées, que quoi qu'il fasse dans les salles de réunion et les entrepôts de la ville, il n'avait jamais à toucher au matin tranquille que nous passions à lire dans la cuisine du penthouse. Cet après-midi-là, j'ai remarqué que mon téléphone avait disparu juste après avoir déposé des livres donnés. Alors, je suis rentrée chez moi sous la pluie, je me suis laissée entrer dans le penthouse et j'ai trouvé qu'il faisait sombre alors que Julian aurait encore dû être au bureau. Mon téléphone était assis face cachée à côté du bol de fruits, exactement là où je l'avais soi-disant laissé, ce qui m'a immédiatement semblé faux, car je vérifie toujours mon sac 2 fois par habitude, une petite routine que je n'ai jamais rompue une seule fois. Je reviendrai sur ce détail plus tard. À ce moment-là, je n'ai entendu que des rires venant de notre chambre et j'ai poussé la porte. Il n'y avait aucune ambiguïté dans ce que j'ai trouvé. Julian se tenait près de la fenêtre, chemise à moitié défaite, et Delphine Marsh était assise sur le bord de notre lit comme si elle avait parfaitement le droit d'être là. Ses cheveux noirs délibérément défaits, un verre de vin posé à la main comme si elle attendait que je termine une scène qu'elle avait déjà écrite dans sa tête. Ce n'était pas un homme coincé dans quelque chose contre sa volonté. C'était un homme qu'il avait choisi plus d'une fois bien avant cet après-midi-là dans un lit dont il m'avait dit une fois qu'il n'appartenait qu'à nous. Il a dit mon nom et je lui ai dit un mot, non, car le sol ne semblait déjà pas assez fiable sans qu'il se rapproche. Je suis sortie pendant que Julian m'appelait et je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que j'atteigne la voiture. Quand ma fille a bougé en moi et m'a rappelé que quoi qu'il arrive ensuite, quelqu'un avait toujours besoin de moi stable. J'ai conduit directement à la maison de ma sœur Grace à Capitol Hill. Elle m'a laissé entrer sans un seul « je te l'ai dit », m'a assis à sa table de cuisine avec une serviette et une tasse de thé que je n'ai pas touchée. Et cette nuit-là avait déjà appelé un avocat du nom de Walter Higgins. Mais je ne suis pas restée assis à attendre que Walter me donne des réponses. La même nuit, les mains tremblant encore, j'ai ouvert mon propre téléphone et consulté mon historique de localisation. Quelque chose que je n'avais jamais pensé vérifier en 9 ans de mariage. Cela montrait que mon téléphone quittait le penthouse 1 heure avant moi, se rendait dans le hall et remontait à un moment où j'avais traversé la ville avec une boîte de livres d'images dans les bras. Quelqu'un avait physiquement emporté mon téléphone et l'avait rendu exactement là où je le trouverais. Je n'étais pas paranoïaque. J'avais une carte horodatée le prouvant. L'indice suivant provenait d'une facture que Walter a trouvée enterrée dans les comptes de Julian. Un paiement à une société de sécurité privée pour quelque chose appelé surveillance personnelle, daté de plusieurs mois avant que je ne les attrape ensemble. Quelqu'un surveillait notre appartement bien avant cet après-midi. Puis, je me suis souvenu de quelque chose qui m'avait dérangé pendant des semaines sans qu'un nom y soit attaché. La façon dont Delphine avait un jour évoqué, presque avec désinvolture, une blague privée entre Julian et moi de notre lune de miel. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne en dehors de ce mariage. Elle n'avait pas simplement séduit mon mari. Elle nous étudiait tous les deux. Elle n'était pas entrée dans ma vie par accident. Quelqu'un l'avait envoyée. Cette prise de conscience a tout changé, mais cela n'a pas adouci ce que Julian avait fait.
Je l'ai confronté directement le lendemain soir, debout dans le même salon où il lisait le journal, comme si rien dans nos vies ne pouvait jamais le toucher. Pour la première fois de notre mariage, il n'a pas essayé de gérer la conversation. « Saviez-vous qui l'a envoyé? » j'ai demandé. « Pas au début, » dit il. Au moment où je l'ai découvert, je me suis dit qu'il était plus sûr d'y mettre fin tranquillement que de vous dire la vérité et de vous mettre au milieu de tout cela. Il a choisi de continuer à me mentir plutôt que de risquer que la vérité nous coûte tout. Et je lui ai dit la seule chose qui me semblait assez honnête pour le dire à haute voix. Tu avais le choix de me le dire tous les jours et tu continuais à choisir de ne pas le faire. Cette partie était toujours la vôtre, peu importe qui d'autre était impliqué. Quelques jours plus tard, Walter a appelé avec des nouvelles qui m'ont arrêté froidement. Delphine Marsh avait complètement disparu. C'était la première fissure dans l'histoire que je pensais avoir comprise. La seconde est arrivée une semaine plus tard, lorsque le téléphone de Grace a sonné à 2 heures du matin, avec la nouvelle que Delphine avait refait surface, blessée, en détention fédérale, disposée à parler. Et la troisième fissure est survenue la nuit où elle s'est présentée elle-même à la porte de ma sœur, meurtrie, le poignet bandé, tenant une enveloppe qui, selon elle, devait me être remise directement, car certaines choses ne pouvaient pas venir d'un avocat. À l'intérieur se trouvait la preuve qu'un rival nommé Victor Long l'avait placé dans l'entreprise de Julian près de 2 ans plus tôt, d'abord pour recueillir des informations, puis pour s'en approcher suffisamment pour déstabiliser complètement le mariage, en utilisant des menaces contre sa propre famille à l'étranger lorsqu'elle tentait de partir. Elle s'assit en face de moi à la table de la cuisine de Grace, la même table où j'avais atterri la nuit où tout s'était cassé, et attendit que j'aie fini de lire avant de dire un mot. « Je ne pardonne pas ce que tu as fait, » lui dis-je honnêtement, la regardant tressaillir devant la platitude de ma voix. « Je comprends pourquoi tu en as fait une partie. » Ce n'est pas la même chose. Elle hocha la tête et ne discuta pas de la différence, ce qui m'en disait plus sur elle qu'aucune excuse n'aurait pu l'avoir. Elle avait encore choisi les mots qu'elle avait utilisés contre moi ce jour-là dans la chambre. Quelqu'un d'autre lui avait tendu l'arme, mais elle s'était braquée contre elle-même. Puis vint le rebondissement qui a réorganisé tout ce que je pensais savoir. Celui qui m'a fait m'asseoir durement dans le bureau de Walter et lui demander de se répéter. Victor Long n'essayait pas simplement de détruire l'empire de Julian par son mariage. Quelques mois plus tôt, une famille liée à mon centre d'alphabétisation avait fui l'organisation de Victor. Terrifié, et ce faisant, avait laissé derrière lui une pile de dossiers cachés dans une boîte de dons. Des dossiers qui ont fini par rester non ouverts dans mon propre placard de bureau pendant des semaines. Des preuves qui pourraient exposer tout son réseau aux enquêteurs fédéraux. Victor n'avait pas simplement voulu que mon mari soit distrait. Il voulait que je parte, que mon centre soit fermé et fouillé avant que quiconque ne réalise ce qui accumulait tranquillement la poussière sur ma propre étagère tout le temps. L'affaire, le téléphone manquant, la chambre, la femme qui savait des choses que seuls Julien et moi aurions dû savoir. Tout cela avait été construit autour de me retirer d'un bâtiment dont je ne savais même pas qu'il contenait quelque chose de dangereux. Les agents fédéraux ont récupéré les dossiers la semaine même où ils ont arrêté Victor ainsi qu'un agent de sécurité au sein de la propre organisation de Julian, qui lui avait fourni notre emplacement et nos routines pendant des mois. Julian était innocent dans rien de tout cela, et je ne me suis jamais laissé prétendre le contraire. Mais il a passé cette dernière nuit à me prouver quelque chose de toute façon. Alors que j'allais accoucher, 2 des hommes restants de Victor l'ont attrapé dans la structure de stationnement sous l'hôpital avant que des agents fédéraux déjà stationnés à proximité ne puissent l'atteindre. Il a pris une blessure à la lame sur le côté en les combattant assez longtemps pour que la sécurité intervienne et a fait recoudre la plaie dans un couloir d'hôpital plutôt que de manquer une seule heure de naissance de notre fille à 3 étages au-dessus de lui. Il est arrivé dans la salle d'attente pâle et saignant, et j'ai compris, en le regardant, qu'il avait risqué un réel danger simplement pour être présent pour quelque chose dont il n'avait aucune garantie que je le laisserais jamais continuer à faire partie.
Quand il l'a finalement vue, il ne l'a pas attrapée tout de suite. Il m'a dit qu'elle était en sécurité, que Victor était parti et que personne n'avait plus de raison de s'en prendre à aucun de nous. Je lui ai demandé honnêtement s'il comprenait que cela ne changeait rien au divorce. Il a dit qu'il l'avait faite. Nous avons quand même nommé notre fille ensemble, car certaines décisions nous appartenaient encore à tous les deux, même après tout. Dans les mois qui ont suivi, Julian a démantelé l'organisation qui avait fait de notre fille une cible, remis tous les dossiers au procureur et purgé sa peine sans une seule fois me demander de reconsidérer à cause de cela. Il appelait à la même heure chaque semaine, jamais en retard, ne demandant jamais plus que les minutes qui lui avaient été données. Et quand notre fille est devenue assez âgée pour tenir le téléphone elle-même, il lui a simplement mal lu et a attendu qu'elle claque l'écran quand elle en avait fini avec une page. J'ai rouvert le centre d'alphabétisation sous une nouvelle sécurité. J'ai continué à écrire tard le soir après qu'elle ait enfin dormi et j'ai lentement transformé ses notes privées en quelque chose de plus grand. Un livre sur la différence entre un homme qui vous aime et un homme qui croit simplement qu'il possède le résultat de votre vie. Au moment où notre fille était assez âgée pour escalader le muret de mon nouveau jardin et exiger que le monde entier la regarde le faire, Julian avait changé de manière réelle, même si rien de tout cela n'a reconstruit ce que nous avions autrefois. Nous n'étions pas mari et femme et nous n'étions pas ennemis. Nous étions deux personnes qui avaient survécu à quelque chose conçu par un étranger et quelque chose que Julian avait choisi entièrement de lui-même. Et nous avions construit quelque chose de nouveau à partir des deux sans prétendre que l'un annulait l'autre.